Mercredi 10 août 1994, deuxième rencontre avec Monsieur Jacques Picard. Merci, Monsieur Picard, de recevoir une nouvelle fois chez vous. Je vous en prie. Nous Avec étions plaisir. restés lors notre dernière rencontre, nous étions restés à ce récit sur Dubendorf, les gens qui viennent assister au départ qui est le deuxième départ effectif de votre père. Et à ce moment-là, vous êtes témoin. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? J'avais 10 ans. Je me rappelle d'ailleurs très très bien. Et je me rappelle bien le voyage en voiture qui était assez exceptionnel. À cette époque, on ne prenait pas l'auto comme on la prend maintenant, naturellement. Depuis Zurich jusqu'à l'aéroport le champ d'aviation de Dubendorf. Et nous avons dépassé des dizaines de milliers de gens qui marchaient. Il y en a qui étaient partis déjà de Zurich à minuit ou peut-être avant. Et ils marchaient toute la nuit. C'était une cohorte invraisemblable. Et ces gens s'écartaient pour laisser passer la voiture dans laquelle se trouvaient mon père, ma mère et mes trois sœurs que j'avais. Et quand nous sommes sortis de Zurich, assez rapidement, mon père m'a montré quelque chose de brillant qui était bien éclairé par des projecteurs. C'était le ballon qu'on commençait à gonfler qui apparaissait déjà un petit peu presque sur l'horizon, si on peut dire. Et il m'a dit, tu vois, c'est le ballon que je vais prendre tout à l'heure et on est en train de le gonfler. Il est encore peu gonflé, mais dans un petit moment, tu le verras mieux. Et puis alors en arrivant à Dubendorf, il avait suffi de ce petit moment-là pour que le ballon soit à peu près gonflé. Et puis surtout, on l'a peu à peu laissé monter en le retenant avec les cordes pour lui donner en fait l'aspect d'un peu une poire renversée qui était très classique parce que sur Terre, personne ne l'avait jamais vu et ne verrait jamais le ballon stratosphérique rond parce que comme il monte à très grande altitude, le gaz va s'épandre, se détendre, disons, et il ne serait sphérique qu'en arrivant dans la stratosphère. Et là, il était donc simplement allongé comme ça, le gaz, l'hydrogène, rassemblé dans le haut du ballon. Alors on a peu à peu laissé monter le ballon jusqu'à ce qu'il ait sa hauteur normale pour qu'on puisse placer la cabine. Ils ont placé la cabine, ils l'ont attachée, mon père a fait toute une série de contrôles, mon père a attaché lui-même personnellement un parachute de secours pour la nacelle, pour le cas où le ballon exploserait en l'air. C'est une chose qui est arrivée par la suite, non pas à nous naturellement, mais à d'autres expéditions qui n'avaient pas pris toutes les précautions qu'il fallait. Et alors mon père avait dit, si le ballon explose et que la cabine tombe, elle va tourner. Et ça sera épouvantable, on n'arrive même plus à ouvrir la porte, à savoir où est le haut, où est le bas. Alors il avait prévu un parachute pour orienter la cabine, qui ne suffisait pas du tout pour la freiner assez pour atterrir, mais qui l'orientait, qui la faisait descendre relativement lentement, et ce qui aurait permis aux passagers d'ouvrir chacun une porte et de sauter avec leur parachute individuel. Alors, bon, on peut parler de ça parce que c'est assez intéressant. Mon père avait donc prévu cet incident qui ne s'est pas passé, mais il s'était bien exercé à sortir de la nacelle par terre et de sortir avec le parachute. Il fallait être sûr que la porte soit assez grande, etc. etc. Bien, imaginez-vous que pas longtemps après le deuxième vol de mon père, une équipe de scientifiques, je dirais entre guillemets russes, a reçu l'ordre du gouvernement c'était sous l'époque de Staline, de monter plus haut que ce que les Occidentaux avaient fait. Alors vous construisez un ballon et vous montez. Voilà, c'était les instructions qu'ils avaient reçues. Et alors ces gens n'étaient pas du tout compétents, malheureusement, pour eux. Et ils ont commencé à monter après avoir construit le ballon, etc. Ils n'avaient aucun entraînement. Et arrivés à quelques kilomètres d'altitude, leur ballon a explosé. Simplement. Il a explosé parce que le gaz s'est dilaté et si vous regardez les photos du ballon de mon père, vous verrez qu'en bas du ballon, il y a 3 grands appendices qui permettent à l'air de sortir au moment où le ballon commence à se dilater, à prendre sa forme sphérique. Et normalement, chaque ballon libre a un appendice. Là, mon père en avait mis 3 pour être sûr, vu la grandeur du ballon, il fallait être tout à fait sûr que l'appendice ne soit pas bloqué, etc. Et parce qu'au départ, il faut dire que normalement, on ferme l'appendice et on l'ouvre juste au dernier moment. Et ces malheureux Russes n'avaient pas du tout eu l'idée de l'ouvrir, ils avaient vu l'appendice, ils l'avaient fait, et puis voilà, et puis le ballon a sauté. Alors ils se sont évidemment dit qu'ils allaient sauter en parachute individuellement, mais mon père avait prévu 2 portes pour 2 personnes qui occupaient les 2 scientifiques qui occupaient le ballon, et chaque porte était ouverte avec un seul mouvement d'un levier, c'était instantanément fait. Ces malheureux Russes n'avaient qu'une porte alors qu'ils étaient 3, et leur porte était fermée avec 24 boulons. Et ils n'avaient qu'une seule clé pour ouvrir.
Et ils ont réussi, avant de s'écraser par terre, ils ont réussi à ouvrir 7 boulons sur les 24 qu'il aurait fallu. Donc oui, c'est tout à fait mal préparé. Alors, mais ça montre que, effectivement, la nacelle tournait, c'était une mort tragique pour ces gens-là. Après ça, quelques années après, ils ont refait une autre ascension qui alors a bien réussi, ils ont mis des spécialistes. Mais ça, c'était le gouvernement de l'époque là-bas qui donnait des ordres et qui ne respectait pas la moindre logique scientifique et technique et les connaissances des gens et la préparation qu'il fallait. Ils ont simplement voulu aussi vite que possible monter plus haut que ce que les Occidentaux avaient fait. Est-ce qu'ils y sont parvenus? Alors par la suite, ils y sont parvenus. Oui, après coup. Quel a été leur record? Je ne me rappelle pas, mais je crois que quelques années après, ils sont montés avec un ballon qu'ils avaient fait encore plus grand. Il doit être monté à 18 000 mètres, quelque chose comme ça. Et puis les Américains, surtout après la guerre, ont construit des ballons en plastique, alors qu'ils sont beaucoup plus légers. Mon père avait choisi de la soie caoutchoutée, plus exactement de la soie collée sur une membrane de toile caoutchoutée. Et ce qui donnait en même temps la souplesse, l'élasticité et la solidité. Mais c'était relativement lourd. Moins lourd qu'un ballon ordinaire, mais relativement lourd quand même. Et maintenant, enfin, par la suite, les Américains ont fait, ils le font encore pour des ballons sondes, uniquement un film ou de polyéthylène ou d'autres produits de ce genre-là, plastiques, qui sont relativement solides et extrêmement légers, et avec des ballons encore plus grands, ils sont montés finalement jusqu'à 30 000 mètres d'altitude. Dans quelles années à peu près? Ils l'ont fait, les 30 000 mètres, je crois qu'ils l'ont fait après la guerre, quand l'industrie du plastique était bien développée. Et votre père, lui, était monté à quelle altitude? Mon père était monté à 16 940. Mais mon père était ravi que d'autres montent encore plus haut. Il n'a jamais imaginé qu'il faisait un record qui devait être imbattable. Au contraire, il a dit, moi, je vous ouvre une voie, je vous montre comment faire. Maintenant, allez aussi loin que possible. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand il a été reçu par l'Aéroclub en revenant de sa première ascension stratosphérique en 1931, quelques jours après qu'il soit revenu en Suisse, il y a eu une grande réunion, une grande fête de l'Aéroclub. Et là, un des orateurs a dit à mon père, enfin publiquement, a dit dans son discours, félicitations pour le etc. Et nous espérons tous que votre record restera longtemps imbattu. Et mon père a repris la parole, il a dit pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut dire, en scientifique, il faut dire, nous espérons que le record sera battu au contraire, mais que la méthode était juste et qu'elle permet d'aller encore plus haut. Alors c'est amusant parce que le record, mon père l'a battu lui-même, une année après, il est monté 1000 mètres plus haut que ce qu'il avait fait la première fois, mais en fait, c'est pour vous dire qu'il voulait ouvrir une voie, montrer une méthode, montrer le système, etc., et qu'il l'a fait pleinement. Combien de temps est-ce qu'il lui fallait pour monter au sommet? Alors, la première fois, je vous ai raconté, sauf erreur, l'incident de la soupape, qui faisait que la soupape n'a pas fonctionné, et par conséquent, le ballon est monté très rapidement. Mon père comptait freiner l'ascension à différentes altitudes pour faire des mesures de rayons cosmiques, et s'arrêter, ou en tout cas se mettre plus ou moins en palier, et puis faire ses mesures, et puis lâcher un peu de lest, remonter, etc. Alors, vu la manœuvre de la soupape qui manquait, il n'a pas pu le faire, et par conséquent, il est monté très rapidement. Il est monté en une demi-heure, depuis le départ jusqu'à son altitude de plafond de à peu près 16 000 mètres. La seconde fois, il a mis beaucoup plus longtemps parce que tout marchait parfaitement bien. Alors il s'est arrêté à, je ne me rappelle plus les hauteurs, mais peut-être 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, chaque fois monter un peu plus haut, chaque fois freiner l'ascension en lâchant un peu de lest, et puis reprovoquer l'ascension freiner l'ascension en lâchant un peu de gaz, et puis reprovoquer l'ascension en lâchant du lest. Alors, comme ça, il a pu faire toutes ces mesures. Il a eu une chaîne de points, une belle ligne qui allait parfaitement bien, qui donnait les résultats qu'il voulait avoir. Donc, il avait construit aussi un hublot. Ah oui, il avait je crois, 8 hublots. 8 hublots. Qui lui permettaient quand même de visionner le paysage. Qui lui permettaient de visionner le paysage et de faire des photos. Il a fait en 31, la première ascension, il n'a presque pas pu faire de photos parce que c'est pratiquement tout le temps couvert, ça n'aurait pas eu d'intérêt. Mais en 32, il a fait des très belles photos, les premières photographies à très haute altitude qui a été faite, n'est-ce pas, depuis 17 000 mètres, où on voit très bien, on voit une très grande partie des Alpes, un bon champ, un grand champ, une grande étendue, un bon angle de vue, c'était très beau. Ces photos j'en ai encore naturellement, ce sont vraiment des magnifiques photos. Est-ce qu'à 16 000 mètres, l'horizon est encore bleu, ou est-ce qu'on commence déjà à arriver dans les teintes foncées, noires? Alors à 16 000 mètres, 17 000 mètres, mon père a dit ce qui le frappait, c'était que le ciel était sombre. Il n'était pas une certaine tendance violette, mais sombre, mais pas encore noir, naturellement. Il n'a pas vu, je crois, d'étoiles
En regardant bien dans certaines directions, il aurait pu voir Vénus, par exemple, ou une planète, Jupiter probablement. Mais je ne crois pas qu'il ait eu l'occasion d'en voir. Mais en fait, s'il avait regardé avec attention, et surtout s'il était resté de nuit, alors à ce moment-là, il avait un poste d'observation absolument fantastique, au point de vue netteté de l'atmosphère, puisqu'il y avait qu'un dixième de l'atmosphère qui était au-dessus de lui, et les 9 dixièmes étaient en dessous. À l'époque où votre père faisait cette ascension et qu'elle était suivie par l'ensemble non seulement de la classe scientifique, mais de la population en général, les gens se fascinaient pour ça. Et il y avait beaucoup d'histoires, de bandes dessinées, plein de choses qui montraient en fait en science-fiction des gens qui allaient partir. On imaginait que les gens allaient tous faire ça. Un peu comme il s'est passé au moment où l'homme a mis le pied sur la Lune et où on s'est imaginé que dans les années qui allaient suivre, eh bien, tout le monde allait faire ce petit voyage sur la Lune. Alors je constate que dans un cas, le cas de votre père, comme dans celui de la Lune, comme par exemple aussi celui des expéditions dans les limites des pôles, eh bien ces expéditions restent assez uniques et qu'il n'y a finalement pas les suites qu'on imagine. Comment expliquer au fond qu'il n'y ait pas eu à cette époque-là ce désir au fond d'en faire un moyen plus large? Écoutez, faut pas, si vous permettez, il ne faut pas confondre les différents aspects. Un des buts de mon père, je crois en avoir parlé l'autre jour, c'était de montrer qu'on pouvait voyager dans la stratosphère, pourvu qu'on soit dans une cabine étanche, et il préconisait ce mode de navigation aérienne à haute altitude pour l'aviation, alors qu'à l'époque, les avions de passagers volaient à 3-4 000 mètres à peu près, et à pression atmosphérique, donc à relativement faible pression, ce qui avait des quantités d'inconvénients. Au contraire, mon père disait, il faut monter à haute altitude, il y aura moins de résistance d'air, l'avion ira plus vite, il consommera moins, il dérangera moins parce qu'il sera beaucoup plus haut et on ne l'entendra pas quand il passera au-dessus des villes, et surtout c'est beaucoup plus sûr parce qu'il sera au-dessus des tempêtes, des mauvais temps, etc. Et donc, il recommandait de construire des avions pour la haute altitude et par conséquent, l'utilisation de la cabine étanche pour un grand nombre de passagers. Mais vous avez des centaines de milliers de personnes maintenant qui, tous les jours, utilisent ce système. Tous les avions sont à cabine étanche. Et ça a été fait directement sur le modèle de la cabine de mon père, avec tous les perfectionnements de la technologie par la suite, c'est entendu. Mais quand mon père a commencé ses études pour aller dans la stratosphère, les aviateurs étaient unanimement opposés. Ils disaient, ça ne sert à rien d'aller dans la stratosphère, d'abord ça ne marchera pas, c'est pas possible, et puis si on veut aller à la grande altitude, eh bien, on donne un masque et ça va très bien. Vous vous imaginez un 747 avec 400 passagers avec un masque, y compris les stewardesses, c'est aberrant, complètement aberrant. Et alors, effectivement, dès que mon père a réussi et a montré que ça se faisait, mais dans l'année même, il y a des constructeurs d'avions qui sont venus chez lui et qui lui ont dit, est-ce que vous pouvez nous aider, on voudrait faire un avion stratosphérique. Donc il y a eu un suivi immédiat. Il y a eu un suivi immédiat et tout le monde a fait la même chose. Évidemment, il n'y a pas eu des ballons stratosphériques pour un pilote et un passager uniquement pour du tourisme, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Mais mon père n'avait jamais imaginé une chose comme ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, pour la Lune et la navette, avant d'envoyer le public sur la Lune, on enverra le public en orbite autour de la Terre dans des navettes. Ça se fera probablement peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Déjà maintenant, si vous voulez, vous pouvez louer une place dans la navette, on connaît le prix. Je ne sais pas si ça coûte 100 000 $ ou 500 000 $, j'en sais rien, mais vous pouvez aller faire vous-même un tour dans la navette. Il faut vous entraîner, vous devez suivre les règles de la NASA, c'est entendu, mais vous n'avez pas besoin d'avoir des qualités techniques particulières. Du moment que vous le demandez, que vous êtes prêt à payer le prix, c'est déjà possible. Pour la stratosphère, ça ne se fait pas, parce que je vous dis, on ne monte plus en ballon dans la stratosphère, maintenant on a d'autres moyens. Donc, vous voyez la différence. Maintenant, pour aller sur la Lune et envoyer des gens sur la Lune, aussi, que les gens puissent aller se promener sur la Lune, ça se fera peut-être faut que les scientifiques commencent par recommencer eux-mêmes. Et puis ensuite, on prendra des gens qui sont de moins en moins spécialisés en tant qu'astronautes et de plus en plus spécialisés en tant que scientifiques. Et puis par la suite, vous aurez très probablement aussi des gens du grand public qui pourront louer une place dans une navette pour faire un tour sur la Lune. Après le voyage de votre père, après l'expédition de votre père et le fait que la presse mondiale en y parlait, est-ce que pour vous, en tant que fils de ce scientifique désormais mondialement connu, les choses ont changé? Est-ce que vous avez été considéré par vos copains, petits copains d'école, comme quelqu'un d'un peu à part?
Non, je ne dirais pas à l'école, ça n'a rien changé. On savait ce que mon père avait fait, on savait que mon père était le seul avec son assistant à être monté dans la stratosphère, etc. Mais ça n'a pas joué de rôle. Ce qui m'étonnait au début à ça là, quand je me promenais en ville avec mon père, il y avait des quantités de gens qui le reconnaissaient et qui lui demandaient, ou bien qui demandaient un autographe, etc. Ça, comme enfant, ça m'avait frappé, ça m'étonnait, ça était quelque chose à quoi je ne m'étais pas attendu. Mon père non plus, s'était pas du tout attendu à cette célébrité. Absolument pas. Et il a été très surpris quand il est redescendu de la stratosphère de voir qu'il était accueilli en héros. Et d'autant plus que la première fois, je crois que je ne vous ai pas raconté, au fond, le retour de la première ascension stratosphérique. N'est-ce pas? Mon père est donc parti à peu près à, je crois, 4h30 du matin ou 4h du matin de Augsbourg en Allemagne, qui était l'endroit où le ballon avait été fabriqué. Et très vite est parti dans les nuages, il est disparu et plus personne n'avait de nouvelles. Il n'y avait pas la radio à cette époque-là, c'était trop lourd. Je crois vous avoir dit par contre qu'à la seconde ascension, il avait un poste de radio émetteur, mais pas récepteur. Il ne pouvait pas avoir lui de nouvelles. On s'était dit qu'il n'a pas besoin d'avoir de nouvelles, il n'en trouvera pas quand il arrivera en bas naturellement, mais ce n'était pas à peine. Tandis qu'il fallait qu'il donne sa position et qu'il puisse lui donner quelques indications. Alors il avait un poste émetteur. Une question à cet égard-là, est-ce qu'un récepteur n'aurait pas pu dans ce cas-là, permettre en cas de pépin et d'accident de recevoir des consignes sur la manière de tenir le ballon, ou est-ce que c'était absolument exclu qu'on puisse, à partir de la Terre, aider les voyageurs? Non, c'était totalement exclu. On ne pouvait rien faire. Et vous savez, il y a eu des légendes qui ont couru à ce moment-là. D'ailleurs, la presse en était largement responsable parce que les journalistes, n'ayant pas de nouvelles, ont inventé toutes sortes de choses. Et à l'état-major suisse, je crois, ou peut-être allemand, je ne sais pas, ils ont reçu un télégramme demandant à l'armée de tirer sur le ballon pour le faire éclater, pour que la nacelle redescende sur Terre, pour qu'au moins la nacelle soit redescendue sur Terre. Ce qui est complètement idiot, naturellement. Comment est-ce qu'on pouvait viser le ballon sans risquer de toucher la nacelle? Et puis pourquoi faire tomber la nacelle quand tous les spécialistes savent parfaitement qu'un ballon redescend toujours, n'est-ce pas? C'est absurde. On a dit qu'ils étaient étouffés dans la cabine, on a dit qu'ils donnaient des signaux de détresse. Comment est-ce qu'on aurait pu voir les signaux de détresse depuis 16 000 mètres en dessous, à travers des petits hublots de 10 cm de diamètre, etc. Donc, toutes ces nouvelles fausses qui ont paru pendant cette fameuse journée du 27 mai et le début de la journée du 28 ont rendu la chose encore plus palpitante et captivante pour le grand public. Alors quand finalement on a découvert que tout s'était bien passé, ça a été un soulagement général et un triomphe encore plus important. Alors il est donc descendu, c'était intéressant, amusant maintenant, mais à l'époque intéressant quand même. Quand ils sont arrivés sous les nuages, c'était 9h du soir. Et le premier coup d'œil, c'était 2 grandes zones noires et une zone très claire entre deux. Et mon père a dit, ça c'est parfait, ce sont 2 forêts, et puis un beau champ de blé, c'était au mois de mai, n'est-ce pas, un beau champ de blé au milieu, on va pouvoir atterrir là, ça sera très bien, surtout que le vent semblait vraiment les conduire à cet endroit-là. Et puis quand ils sont arrivés un peu plus bas, vers 3-4 000 mètres d'altitude, ils ont constaté que la zone blanche était un glacier, et les zones sombres, c'était des crêtes de rochers. Donc très très difficile comme atterrissage. Alors là, il y a eu ce qu'on a toujours considéré dans la famille un peu comme un miracle quand même, parce que le ballon n'a pas été dans les rochers, le ballon a été sur le glacier, il a touché un tout petit peu juste à côté de séracs très, très profonds et très dangereux, puis il a rebondi légèrement et a été se mettre sur la seule zone à peu près plate sur laquelle il pouvait vraiment bien atterrir. Est-ce qu'il était possible de freiner et de Alors attention, repartir, pas possible, non, la soupape ne marchait pas. N'oubliez pas, n'est-ce pas, il n'avait pas de soupape. Alors il a dû atterrir de nuit sur un glacier avec le plus grand ballon du monde et un ballon qui était dépourvu de soupape. Et il savait aussi que les lois de la physique faisaient que s'il lâchait du lest, ce qu'il a fait très prudemment pour freiner un petit peu la descente, s'il en lâchait un peu trop, le ballon remontait au-dessus de son altitude limite et restait alors pendant fort longtemps encore en l'air. Il n'avait pas suffisamment d'oxygène pour ça. Donc il devait vraiment être très 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 modéré en utilisant le lest. Mais il l'a bien fait, le ballon s'est très bien posé, ils sont sortis de la cabine, ils ont donc vu qu'ils étaient sur un glacier, ils ont mis un petit peu d'ordre dans les instruments, ensuite ils ont passé la nuit, ils avaient, comme disait mon père, la plus grande couverture qui ait jamais été construite, c'est sur le glacier la nuit, au mois de mai il peut quand même faire froid, hein. Alors ils se sont roulés à la toile du ballon, et puis le lendemain, ils ont étudié un petit peu à la jumelle la façon de rejoindre la vallée,
qui était le Lötztal, au-dessus d'Innsbruck. C'était le premier village, c'était Gurgel. Et là, ils ont pris comme canne, ils ont pris des supports qui étaient dans le ballon, et puis ils avaient des cordes pour s'encorder. Mon père était heureusement un très bon alpiniste, plus entraîné comme alpiniste que son assistant Paul Kipfer, ce qui fait qu'il a bien expliqué et bien convenu à Kipfer ce qu'il faisait si l'un des deux tombait dans une crevasse, comment l'autre devait réagir, etc. Enfin, dans une crevasse, comment l'autre devait réagir, etc. Ça s'est très bien passé, ils ne sont pas tombés dans une crevasse. Ils ont marché vers la vallée, quitté le glacier, descendu un petit peu dans la moraine du glacier, et puis là, ils ont vu de l'autre côté de la vallée une colonne de personnes qui montaient. Ils se sont dit, ah, ben, ils viennent à notre rencontre, et ils ont fait des grands signes pour dire qu'ils étaient dans ces rochers. Et puis, les guides n'ont pas répondu. C'était une série de guides, ils n'ont pas répondu. Il faut dire qu'à Gurgel, les gens avaient l'impression que ça avait été la catastrophe. Et ils pensaient que le ballon était tombé dans la région, sans savoir où, parce que des contrebandiers, comme il y en avait énormément entre l'Italie et l'Autriche à cette époque, des contrebandiers étaient descendus le soir, et ils ont dit qu'ils avaient vu une boule de feu qui s'était écrasée sur le glacier. Et la boule de feu, c'était une légende, ça n'était pas vrai du tout qu'il y avait une boule de feu, mais juste avant l'atterrissage, mon père a pris une lampe de poche et il a fait des signaux dans la direction du village. Et personne au village ne l'a remarqué, ne l'a vu, mais ces contrebandiers ont vu cette lumière, qu'ils ont prétendu être une boule de feu. Là-dessus, les guides sont montés. Mais quand ils ont vu les deux alpinistes dans les rochers, ils ont dit ce sont des promeneurs, simplement, ça ne peut pas être eux, puisque eux n'existent plus. Et puis ils sont arrivés jusqu'au glacier, et mon père les a suivis à la jumelle. Ils ont regardé dans la cabine, il n'y avait personne. Ils ont soulevé la toile du ballon tous les côtés pour voir s'il était pris là, et puis ils n'ont rien vu. Et puis à un moment donné, mon père a vu à la jumelle qu'il prenait une bouteille dans laquelle mon père avait écrit « Nous sommes en bonne santé, nous descendons par la rive gauche en direction du premier village », je ne sais pas lequel c'était. Et là-dessus, ces guides ont tout à coup réalisé, ils ont vu les pas dans la neige que mon père et Kipfer avaient laissés, et ils ont tout à coup réalisé que ces deux promeneurs qui croyaient être des alpinistes ordinaires étaient en réalité les deux passagers du ballon. Alors ils l'ont fait des grands signes, ils sont venus à leur rencontre, et puis tout s'est bien fini. Mais vous voyez la part de légende qui se créait au fur et à mesure, toutes les histoires qu'on racontait, et qui faisaient qu'on ne croyait pas qu'ils avaient survécu à cette aventure. Alors ça s'est donc bien passé. Bon, quelques jours après, mon père est retourné à Bruxelles, où nous habitions, comme je vous ai dit, je crois. Et là, alors, il a pris depuis Bâle un train direct, naturellement, on se rappelait les express à l'époque, et cet express s'est arrêté à une petite ville de banlieue, comme on dirait, Puy-Nord, pour un train qui viendrait à grande vitesse de Zurich. Et nous, la famille, on est monté, là c'était la gare de Boisfort, elle s'appelait, nous sommes montés dans le train, et nous avons retrouvé mon père dans le train. Et alors j'ai été très étonné de voir qu'il avait un compartiment pour lui entièrement, et un autre compartiment à côté qui était rempli de fleurs. Partout, toutes les gares où il s'était arrêté, les gens lui apportaient des fleurs, etc. C'est très impressionnant de voir. Je n'ai plus jamais vu depuis autant de fleurs réunies dans un si petit espace. Et puis alors, nous sommes arrivés, le train s'est remis en marche, avec donc, toute la famille au grand complet. Nous sommes arrivés à Bruxelles, et là, on était reçus à la gare même, par le prince Léopold de Belgique, le fils donc, du roi Albert, le futur roi Léopold III de Belgique. Et quand nous sommes sortis de la gare, il y avait un monde, je ne sais pas combien il y avait, ça pourrait être calculé, de dizaines de milliers de personnes. Toute la place de la gare du Nord à Bruxelles, qui est une très très grande place, était entièrement remplie de monde qui venait pour essayer de le voir au moment où il arrivait. C'est pour vous montrer l'impact que son voyage dans la stratosphère avait eu sur le grand public. Alors ces étudiants sont venus, l'ont porté en triomphe, etc. En fait, c'était très 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 impressionnant, et ça je me rappelle tout à fait. Alors j'avais donc, c'était la première ascension, ça j'avais 9 ans, et je me rappelle tout à fait ces scènes-là, c'est resté gravé à tout jamais dans ma mémoire, naturellement. J'aimerais que vous racontiez aussi alors, le deuxième retour. Alors le deuxième retour était beaucoup plus normal, en ce sens que tout s'est bien passé. Je ne vous ai pas raconté, je crois qu'il y avait une équipe d'amis et de collaborateurs de mon père qui sont partis de Dubendorf
en voiture et qui voulaient assister à l'atterrissage. C'est très difficile d'assister à l'atterrissage d'un ballon. Et en réalité, ils ont vu le ballon en l'air, ils sont partis dans cette direction, et puis très vite, mon père leur a donné des nouvelles par radio. Eux n'avaient pas la radio, mais ça arrivait à une centrale et téléphone, etc. Ce n'était pas aussi facile que maintenant. Et mon père leur a dit, je passe tel endroit, je passe tel sommet des Alpes, etc. Et puis eux ont regardé la carte, ils ont dit, pas du tout, il est là, il se trompe complètement, c'est complètement faux, il n'est pas là. Puis ils sont partis dans la direction où ils croyaient voir le ballon effectivement. Et puis vers, je pense, 2 heures de l'après-midi, mon père a dit, voilà, j'ai passé les Alpes et j'arrive maintenant, je commence à voir le lac de Garde et nous allons atterrir probablement dans la région du lac de Garde, là en choisissant l'endroit presque exactement, puisqu'il faisait beau temps, tout allait très bien. Et puis alors, ils se sont dit, le lac de Garde a une forme tellement caractéristique avec la presqu'île de Sirmione et on ne peut pas le confondre. Alors qu'est-ce qui se passe? Puis ils ont fait le point précis de tous les points qu'ils avaient, la courbe de tous les points qu'ils avaient relevés. Ils ont vu que c'était un arc de cercle absolument régulier, beaucoup plus régulier que ce que le vent ne peut jamais permettre. Et puis tout à coup, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas du tout suivi le ballon, mais qu'ils avaient suivi la planète Vénus. En été, quand le ciel est clair, on peut voir Vénus toute la journée si on le cherche bien. Même à l'œil nu, on peut voir Vénus. Et ils avaient suivi Vénus au lieu de suivre le ballon, ce qui fait qu'ils sont arrivés quelques heures en retard. Et ça n'a pas d'importance, l'atterrissage s'est très, très bien passé. Un des premiers signes que mon père a vu au moment où il allait atterrir, en survolant le lac de Garde, il a vu le reflet de peupliers dans l'eau. On voyait parfaitement le reflet des peupliers tout à fait clairement. Alors il s'est dit, puisqu'on voit le reflet, c'est qu'il n'y a pas de vent, pas de vague, et par conséquent, l'atterrissage se passera en douceur. Alors là, il a pu régler sa vitesse d'atterrissage, régler le freinage. Exactement, si jamais il avait lâché trop de laisse, il tirait un petit peu la soupape qui marchait très bien à ce moment-là. Et puis, il a parfaitement atterri dans les champs au sud de Desenzano. Et il a très vite été reçu par le poète italien, le nom m'échappe maintenant, excusez-moi, D'Annunzio. Donc il a très rapidement été reçu par le pilote italien D'Annunzio, pilote et poète, pilote d'avion, vous savez, pendant la Première Guerre mondiale. Il a fait un vol célèbre au-dessus de Vienne, un autre au-dessus de Trieste, etc. Et alors il est venu voir mon père, il l'a reçu après ça chez lui, dans sa propriété au bord du lac. Et puis, ah oui, est arrivé Balbo, ça il faut vous raconter ça aussi. Balbo était ministre de l'air italien à ce moment-là. Il est arrivé à Desenzano très très rapidement après l'atterrissage et il y a une petite histoire amusante, il a dit à mon père, est-ce que vous connaissez bien l'Italie? Mon père a dit non, je ne connais pas. Alors, je ne suis pas encore, c'est la première fois que je suis venu en Italie, c'est aujourd'hui. Alors Balbo lui a dit, bon écoutez, alors nous allons ce soir organiser une grande fête au Lido de Venise. Alors mon père a dit, écoutez, monsieur le ministre, je suis un petit peu embarrassé parce que j'ai des travaux importants que je dois faire, etc. On m'attend en Belgique et en Suisse. Alors Balbo lui a dit très gentiment, eh bien moi, en tant que ministre du Duce, je vous interdis de quitter l'Italie avant que vous ayez été reçu comme vous devez l'être à Venise ce soir. Alors, mon père a souri, il a dit, bon, ben, très bien, avec grand plaisir. Mais il a dit, mais par contre, je suis en costume de sport, je viens de la stratosphère, je ne peux pas aller à une grande réception comme ça. Balbo lui dit, ben, on va vous trouver un smoking tout de suite. Et puis il a envoyé plusieurs de ses aides de camp qui étaient avec lui, aller chercher un smoking pour Professeur Picard. Mais mon père était extrêmement grand, et en Italie, surtout à l'époque, on ne pouvait pas trouver des smokings comme ça de grande taille. Alors, Balbo a dit, ça n'a aucune importance, vous venez comme ça ne fait rien. Eh bien, imaginez-vous que dans cette grande soirée au Lido, où mon père a été conduit par Balbo dans son avion gouvernemental, mais c'est piloté directement par Balbo, dans cette grande soirée, tout le monde était en grand uniforme, en smoking, en tenue, décoration, robe longue, etc. Mon père était en tenue sportive, et qui était également en tenue sportive? Balbo. Alors que tout le monde était en uniforme et en décoration, et lui est venu en habit de montagnard, comme mon père l'était lui-même. C'est formidable comme geste, comme délicatesse, etc. Il était très très sympathique. Alors après avoir vu Venise, mon père a été libéré, si je peux dire, et il a pu rentrer d'abord en Suisse et ensuite en Belgique. Alors, ben voilà, cette ascension s'est très très bien passée. Il a obtenu tous les résultats scientifiques qu'il voulait avoir, en particulier sur les rayons cosmiques. Et puis, il a montré que, dans la mesure où tout allait bien, où on n'avait pas trop mauvais temps, etc., un voyage comme ça était relativement facile.
une fois que tout avait été bien préparé, naturellement. Quels ont été les résultats de ces expériences sur les rayons cosmiques? Alors, vous savez, les rayons cosmiques étaient et sont encore assez mystérieux. Et alors, il s'agissait de mesurer leur intensité à différentes altitudes pour essayer de séparer ceux qui venaient de la Terre, d'ailleurs, et de ceux qui viennent de la haute atmosphère et du cosmos, disons, pour ça qu'il s'appelle rayons cosmiques. Et il a pu prendre ces mesures, et de ça, les théoriciens, dont lui d'ailleurs, ont pu avancer, pousser un petit peu plus les théories concernant ce phénomène de l'univers. Après l'ascension de votre père, vous continuez les études ici. Après En l'ascension, Suisse, attention, j'étais en Belgique à ce moment-là, j'étais à l'école, j'avais 10 ans. Ah, vous habitiez n'est-ce à pas? Belgique à ce moment-là. Nous habitions à Bruxelles. Et Donc c'est votre père avait quitté l'université de Bâle. Mon père à quel était, moment? attention, mon père était né à Bâle, mais il a fait ses études au Poly de Zurich et il a été assistant puis professeur, finalement professeur ordinaire à l'école polytechnique de Zurich. Et juste après la Première Guerre mondiale, vers 1921, je crois, le gouvernement belge a envoyé dans différents pays d'Europe des délégations pour étudier la constitution et la nature et les aspects des différentes universités importantes dans le domaine de la physique expérimentale, physique appliquée, etc., en sciences et recherches de façon générale. Et mon père a été chargé par le recteur de l'École polytechnique fédérale de Zurich de montrer son propre laboratoire à ces spécialistes belges. Ça se passait donc en 21, je pense, donc 10 ans avant sa première ascension. Mon père n'était pas du tout connu dans le grand public à ce moment-là, mais il a fait très bonne impression à cette délégation belge. Il a bien montré son laboratoire, il a dit ça c'est parfait, au contraire ça vous pouvez le modifier en faisant ceci et ceci, là on peut faire beaucoup mieux, là au contraire il ne faut pas vouloir changer. Mais il a fait très bonne impression à tel point que quelques mois après il a reçu une lettre l'invitant officiellement à venir reconstruire le laboratoire de physique en Belgique et à Bruxelles et d'être professeur ordinaire à l'école polytechnique fédérale, de l'université de Bruxelles. Alors il a accepté et c'est depuis ce moment-là qu'il était en Belgique de façon ininterrompue, sauf des voyages éventuellement, jusqu'en 1940. Alors moi j'étais donc une vingtaine d'années à peu près. Et puis après la guerre, il y est retourné encore occasionnellement comme professeur mi-temps. Et puis, alors moi j'étais jusqu'en 1939, j'étais en Belgique, et ensuite je suis venu en Suisse et j'ai terminé l'école et j'ai fait l'université en Suisse. J'ai terminé l'école à Lausanne et fait l'université à Genève. Quand on parle d'invention scientifique, il y a un nom qui est resté gravé dans les esprits, c'est le bathyscaphe, qui était même d'ailleurs un mot qu'on employait même parfois à tort lorsqu'on voulait parler de n'importe quelle sorte de sous-marin, on disait un bathyscaphe. Ce bathyscaphe qui était l'œuvre de votre père, commencé déjà tout au début du siècle. J'aimerais que vous me racontiez les circonstances de ce bathyscaphe et en particulier les liens qui existent entre la cabine du ballon et le bathyscaphe. Mais il y a des liens extrêmement clairs, mais il faut... Pardon, attendez. Une seconde, on va reprendre cette phrase. Eh bien, il y a des liens extrêmement clairs, mais il faut vraiment remonter tout à fait à l'origine du projet. Quand mon père était étudiant à l'École polytechnique fédérale, notamment en 1905, il a lu un livre qui s'appelait L'expédition de la Valdivia, écrit par un certain Kuhn, qui était un des chefs de l'expédition, et ce chef racontait l'expédition océanographique d'un bateau allemand, qui s'appelait justement la Valdivia, qui a fait à peu près 2 fois le tour de la Terre, en faisant toute une série d'observations, ça a duré 2 ans, et toute une série de mesures océanographiques. Et ils ont fait une très très belle expédition. Mais ils se plaignaient dans ce livre qu'ils n'ont pu avoir aucun spécimen de la faune des toutes grandes profondeurs en bon état. On ne peut pas avoir un poisson ou un crabe ou n'importe quel animal de grande profondeur ramené en bon état, en bonne santé sur le pont du bateau, parce que ces animaux étaient toujours endommagés ou même parfois détruits par
la différence de pression, c'est-à-dire on a dû respecter les paliers de décompression qu'on ne connaissait d'ailleurs pas encore à l'époque, et puis simplement par les trappes, les filets qui attrapaient ces animaux, et ces animaux essayaient de se défendre et arrivaient en mauvais état en surface. Et ça s'est passé systématiquement pendant ces 2 ans que la Valdivia a utilisé pour faire ses recherches. Et pardon, c'est là-dessus que mon père s'est dit, mais au fond, si on veut savoir comment les poissons vivent, il ne faut pas aller les pêcher au fond de la mer et tâcher d'en garder des petits morceaux. Ce qu'il faut, c'est descendre soi-même au fond de l'eau et les observer dans leur milieu. Ça, c'était la grande idée de mon père. Il faut pas hésiter à aller même très loin quand c'est nécessaire pour observer un milieu qu'on n'est pas habitué à voir. Alors, il s'est dit, comment est-ce qu'on peut descendre au fond de la mer ? Alors, il était déjà ingénieur et physicien, enfin étudiant ingénieur, étudiant physicien, et il était déjà aéronaute. Alors, il s'est dit, il faut évidemment une cabine étanche, parce qu'on ne peut pas nager dans l'eau assez longtemps on ne peut pas supporter ces grandes pressions. Donc, une cabine étanche. Alors, si on veut aller à une certaine profondeur, comment est-ce que cette cabine va être construite? Quelle épaisseur est-ce qu'elle va avoir, etc. Il est très rapidement arrivé à la conclusion que la cabine serait plus lourde que l'eau. Ce qui va très bien pour descendre, mais ce qui ne suffit pas pour monter. Alors, il a tout de suite éliminé le câble, comme d'autres gens l'avaient proposé. Beebe l'a fait beaucoup plus tard d'ailleurs aussi, un câble qu'on enroule ou qu'on déroule par un treuil et qui permet à la nacelle de descendre et de monter. Pour une grande profondeur, c'est exclu, c'est beaucoup, beaucoup trop dangereux d'avoir ce système, surtout à l'époque où on n'avait pas encore toute la technologie qu'on a maintenant. Donc, comme aéronaute, il s'est dit, il faut fixer notre cabine à un corps qui jouera le rôle du ballon lui-même dans le ballon stratosphérique, c'est-à-dire le ballon qui est plus léger que l'air et qui permet de porter la cabine vers la stratosphère. Là, il faut une sorte de ballon qui va freiner la descente et permettre la montée après en fin de plongée. Alors, comment devait être fait ce ballon ? Il ne pouvait pas être rempli de gaz ou d'air parce qu'il ça aurait été immédiatement comprimé et à 10 mètres de profondeur, il perdait déjà la moitié de sa force portante, donc ça n'allait pas. Alors il a eu l'idée d'avoir un liquide plus léger que l'eau, soit de l'huile, soit de l'essence. Et en particulier, il a choisi finalement, quand il a pu réaliser ce projet, il a choisi l'essence qui a une densité en surface d'à peu près 0,7, donc l'essence assez légère. C'est-à-dire qu'un mètre cube d'essence porte à peu près 300 kg. Si vous avez 100 mètres cubes, vous avez par rapport à, pardon, donc j'ai dit 1 mètre cube porte 300 kg, si vous avez 100, vous avez 30 tonnes de force portante, donc 100 fois plus simplement, et avec ça, vous pouvez équilibrer tous vos instruments, la cabine, les passagers, le poids, etc. Ensuite, quand on voudra freiner la descente, il faudra larguer du lest. Il faut compter ce lest dans le poids également. Et quand on arrivera au fond et qu'on voudra, après avoir travaillé un moment ou quelques heures, quand on voudra remonter, il faudra lâcher encore du lest, comme le ballon qui doit monter encore plus haut. Alors, il a combiné tout ceci, ça a très bien, ça marchait parfaitement sur le papier, si on peut dire, mais c'était pas un étudiant, même brillant déjà à l'époque, qui pouvait trouver les fonds en 1905, évidemment, pour descendre à quelques kilomètres sous la profondeur, en profondeur dans les mers. Ce qui fait qu'il a un peu momentanément abandonné ce projet, il a fait toutes sortes d'autres choses, il s'est fait connaître ensuite dans les milieux scientifiques par toute une série d'instruments qu'il a construits, et il était spécialiste à Zurich pour la précision dans ses mesures. Il avait systématiquement, dans tous les instruments qu'il construisait, il avait une précision d'au moins 10 fois mieux que ce que les autres faisaient. À tel point que son professeur, le professeur Weiss, l'avait baptisé, si on peut dire, la décimale supplémentaire. Il a dit, M. Picard, vous avez toujours une décimale de plus, je vous appellerai la décimale supplémentaire. Bref, ensuite, il s'est mis à étudier les... Alors, j'ai donc dit que après avoir fini ses études à Zurich, à l'École polytechnique fédérale, il est devenu professeur lui-même. Et puis, quelques années après, en 21, je pense, une délégation belge est venue le trouver à Zurich, à son laboratoire. Et c'est là qu'il a expliqué comment on pouvait construire un laboratoire de physique expérimentale ultra moderne avec toutes les connaissances qu'on avait à l'époque. Alors, ça a beaucoup impressionné le groupe belge qui a écrit à mon père quelque temps après en lui proposant de venir faire ce travail lui-même à Bruxelles et de devenir en même temps professeur de physique expérimentale
à l'école polytechnique de l'Université libre de Bruxelles. Mon père a accepté, il est venu en Belgique, et il s'était installé là-bas, et il a travaillé en Belgique au laboratoire de physique. Il a donc reconstruit cette partie du laboratoire qui avait été en grande partie anéantie par la guerre de 14-18. Et là, alors, il s'est spécialisé dans le rayonnement cosmique. Il connaissait très très bien la radioactivité. C'est d'ailleurs lui qui le premier a découvert et a publié sa découverte sur l'uranium 235, qui par la suite a joué toutes sortes de rôles que vous savez. Alors, le rayonnement cosmique, beaucoup de scientifiques l'étudiaient en laboratoire, et mon père a dit, il ne faut pas l'étudier en laboratoire, ce n'est pas suffisant, il faut monter à très haute altitude pour être au-dessus des effets de la Terre, et pour être surtout dans une zone où les rayons venant de l'espace n'auraient pas encore été affectés largement par toute l'atmosphère terrestre. Alors, il a dit qu'en montant à 16 000 mètres, il avait 9 dixièmes de l'atmosphère au-dessous de lui, et par conséquent, le rayonnement venant dans la stratosphère, pénétrant dans la stratosphère, à ce moment-là, n'avait été influencé que par 1/10 de l'atmosphère de la Terre, c'est-à-dire relativement peu de choses. Alors, question, comment faire pour monter dans la stratosphère? Alors qu'à l'époque, les ballons ne montaient qu'à quelques kilomètres, les avions moins généralement, et puis surtout, il n'y avait pas, jamais personne n'avait imaginé un laboratoire d'études de rayons cosmiques qui travaillerait à cette haute altitude. Alors, il a eu l'idée de la cabine étanche, qu'il a reprise en somme du sous-marin, puisqu'il avait imaginé déjà la cabine étanche pour le bathyscaphe, mais qu'il n'avait pas encore construit, mais il l'avait imaginé, comme je vous l'ai dit. Et le ballon, qui devait être un ballon de très grande dimension pour porter cette cabine relativement lourde, bien que construite avec les matériaux les plus légers qu'on avait à l'époque, etc. Et il a fini par concevoir un projet qui se tenait tout à fait. Et il a demandé les crédits au Fonds national de la recherche scientifique. Il était donc, je vous rappelle, à ce moment-là, professeur à l'Université de Bruxelles. Et le roi Albert, en particulier, qui avait un esprit extrêmement scientifique, a eu l'occasion de parler avec mon père dans différentes circonstances, et il a encouragé le Fonds national qu'il avait créé lui-même. C'est le roi Albert de Belgique qui avait créé le Fonds national après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en somme un fonds de recherche financé par les grands industriels. Et alors, sur les encouragements du roi Albert, le Fonds national a accordé ses crédits à mon père, et ils ont pu commencer les études finales et puis la construction du ballon stratosphérique. La cabine a été construite en Belgique. Mon père envisageait de la construire en Suisse, puisqu'en Suisse, on avait déjà une industrie d'aluminium bien développée. Mais les Suisses n'ont pas voulu aller dans la stratosphère. Comment? Pourquoi? D'abord, c'est impossible. Deuxièmement, c'est dangereux. Troisièmement, ça ne servira jamais à rien, etc. Et il n'y a eu personne en Suisse qui a accepté de construire cette cabine. Et mon père, c'est une histoire qu'il aimait bien raconter, a été voir un fabricant de fûts d'aluminium pour la bière, destinée à la conservation, à la préparation de la bière, qui était faite par un petit atelier en Belgique qui s'appelait l'atelier Loire, une petite usine Loire qui fabriquait donc ces pièces d'aluminium. Et mon père a été voir ce monsieur, lui a montré les plans de sa cabine, a dit: je suis professeur à l'Université de Bruxelles, je voudrais savoir s'il pouvait me construire une pièce de laboratoire de telle et telle façon, en aluminium soudé et tout ça. Et alors, le monsieur a dit: oui, bien sûr, naturellement, nous faisons ça toute la journée, nous pouvons très très bien vous le faire. Et ils ont signé le contrat, autant que je me rappelle, sans même que le directeur de cette usine, monsieur Loire personnellement, ait demandé à mon père ce qu'il voulait faire avec cet appareil. Et quand le contrat a été signé, il a finalement demandé à quoi ça servirait, et mon père lui a dit: je montais dans la stratosphère. Alors l'autre a été un petit peu effrayé, mais il a dit: si vous croyez que ça tiendra et que vous pouvez le faire, je suis d'accord de la construire. Et il l'a construit, et ça a parfaitement bien marché. Alors la cabine a été donc faite en Belgique, installée, aménagée avec tous les instruments voulus au laboratoire de mon père à Bruxelles, et puis finalement envoyée à Augsbourg en 1930, au moment où on espérait faire le premier vol en automne 30. Et c'est effectivement en septembre 1930 qu'il y a eu Vous savez, je suis en train de vous raconter 2 fois la même chose. Je vous ai déjà parlé de tout ça. Oui, mais pas avec le même détail. Vous n'aviez pas raconté comment il est allé trouver ce personnage. Oui, oui. Alors bien sûr, la suite, 1930 après. Alors il faut arriver jusqu'au départ et puis arrêter à ce moment-là. Il n'y a pas eu de... Non. Vous alliez courir le risque maintenant. Bon, c'est ça.
Alors, la cabine a été envoyée en Allemagne, à Augsbourg, auprès de la fabrique de ballons, Riedinger, qui avait construit le ballon qui devait donc être attaché à la cabine et qui devait l'emmener dans la stratosphère. Et il y a eu alors une première tentative de départ en septembre 1930, qui a été abandonnée parce qu'il a fait trop mauvais temps. Et puis un nouveau départ, une nouvelle tentative le 27 mai 1931. Et là, il y a eu le départ mouvementé, le mauvais temps dont je vous ai parlé. Mais enfin, ça a juste marché, malgré l'incident de la corde de la soupape. Et le ballon a pu partir. Et là, je vous ai raconté déjà la suite. Voilà, alors parlons justement de ce développement de cette cabine qui a donné naissance d'un côté au ballon stratosphérique et puis à l'aviation moderne, n'est-ce pas? Toute l'aviation moderne. Oui. Ah oui. Et le bathyscaphe, puisque c'est au fond ce tronc commun d'une même invention. Voilà, c'est ça. Comment et à quel moment le sous-marin reprend Bon, part du travail de mon père. Alors, après les expéditions dans la stratosphère, mon père a continué à s'occuper de rayons cosmiques, d'ailleurs, et puis il a repris le projet du bathyscaphe. Il faut dire qu'à l'époque, les sous-marins militaires, il n'y avait pratiquement que ça, descendaient entre 50 et 100 mètres de profondeur. Alors, vouloir tout à coup descendre à 4000 mètres ou à 11 000 mètres de profondeur, ça paraissait un saut absolument gigantesque qui aurait effrayé les milieux scientifiques et les milieux financiers ou même industriels qui auraient pu collaborer au projet. Et il avait vraiment fallu que mon père fasse l'expédition dans la stratosphère pour qu'on ait confiance dans un projet aussi gigantesque, aussi révolutionnaire dans le sens technique du terme que le bathyscaphe. Alors, mon père avait donc acquis tous ces titres, si vous voulez, avec ses différents travaux, dont les ascensions dans la stratosphère. Et quand il est retourné au Fonds national de la recherche scientifique en Belgique pour demander des crédits pour le bathyscaphe, là, c'est passé de façon très amusante. Le directeur du Fonds national avait l'habitude de réunir 3 commissions et dire, voilà, nous voulons faire tel projet, est-ce que tout le monde est d'accord? Et il s'est dit que si on parlait de cette façon-là, la commission ou les commissions réunies auraient certainement dit non. C'était vraiment trop exagéré à l'époque, en 1937, d'imaginer descendre à des milliers de mètres sous la mer. Alors, il a commencé par réunir uniquement la commission scientifique. Et il leur a dit, messieurs, on ne vous demande pas si la chose est possible ou si elle est chère ou bon marché, éventuellement. On vous demande simplement si elle a un intérêt scientifique. Est-ce qu'il est intéressant du point de vue scientifique d'envoyer des observateurs à, mettons, c'était l'époque où on pensait de 4000 mètres à 4000 mètres de profondeur. Et les scientifiques ont dit, tous, il n'y a aucun doute que ce serait formidablement intéressant et on voudrait pouvoir y participer, etc. Et puis ensuite, il a été voir la commission technique. Et il a dit, messieurs, on ne vous demande pas si c'est intéressant ou si c'est cher. On vous demande si c'est possible de le faire, à votre avis. Et ils ont tous unanimement répondu, si le professeur Picard trouve que c'est possible, nous avons confiance en lui, l'exemple du ballon, hein, et nous serions d'accord. Alors là-dessus, il a réuni la commission financière, et il a dit, messieurs, nous savons que c'est possible, nous savons que c'est intéressant, nous vous demandons si vous avez l'argent. Et les scientifiques ont dit, oh, si les techniciens sont d'accord et si les scientifiques sont d'accord, nous, financièrement, ce n'est pas un problème, on peut le payer. Et c'est comme ça que, grâce à ces trois commissions différentes, qui ont chacune donné leur avis séparément, la sécurité d'obtenir ces crédits était acquise, si vous voulez, il n'y avait plus de problème. Alors, dès 1937, les travaux ont commencé. Mais il y a un incident encore qui s'est passé avant la demande de crédit au Fonds national, dont j'aurais dû vous parler. Mon père a rencontré en printemps 37, ou peut-être début de l'été 37, au cours d'une réception dans les milieux scientifiques, le roi Léopold III, qui était le prince Léopold qu'il avait reçu 7-8 ans auparavant à la gare du Nord, dont je vous ai parlé. Entre-temps, le roi Albert était décédé et le roi Léopold avait pris sa place. Et il a demandé incidemment à mon père, il a dit, Monsieur Picard, à quoi travaillez-vous? Que faites-vous en ce moment? Ça commence à aller mal. Et mon père faisait différents travaux de laboratoire, mais il a dit au roi, je commence à songer à un ancien projet que j'avais de descendre au fond de la mer, en bathyscaphe, etc. Et le roi Léopold a posé toute une série de questions et finalement a conclu l'entretien en disant, bien, Monsieur Picard, je vous souhaite bon succès, j'espère que vous aurez les moyens pour réussir ce projet.
Et là-dessus, mon père est rentré à son laboratoire et a réuni tout le monde, a dit, messieurs, je viens de parler au roi, je lui ai parlé du projet du bathyscaphe, il m'a encouragé, par conséquent, nous devons le faire, nous devons le réussir. Et c'est comme ça qu'il a démarré tout à fait le projet. En Belgique, la famille royale a toujours joué un rôle important dans la recherche, dans le développement, dans la culture, dans les sciences, et les rois, le roi Albert, le roi Léopold, le roi Baudouin, après, ont toujours encouragé ces différents projets dans toute la mesure où ils le pouvaient. Alors, 1937, premières études, installation chez mon père, au laboratoire de mon père, d'un laboratoire de haute pression, fait des essais de maquettes, etc., calcul de la cabine, fabrication de maquettes, fabrication du premier hublot, ça c'est important aussi. Mon père a essayé toute une série de hublots en différents types de verres, du quartz, du verre de plomb, différents verres trempés, etc. Et il n'a eu aucun résultat sûr avec les hublots qu'on pouvait appeler classiques, si ce n'est en donnant des tout petits diamètres de quelques centimètres. Alors, il a eu l'idée d'essayer le plexiglas. L'idée lui avait d'ailleurs, il a développé cette idée avec un de ses assistants. Et le plexiglas, que vous connaissez tous naturellement, c'est un produit qui est très transparent et en même temps relativement souple et malléable, avait beaucoup de qualités. Et c'était un produit chimique qui venait d'être découvert. Ça se passait, cette histoire dont je vous parle maintenant, en 1937. Et le plexiglas avait été fabriqué en 1936 pour la première fois par les Allemands à Darmstadt, par la firme Remunas, qui est une grande fabrique de produits chimiques. Et mon père ne le connaissait pas, il s'est renseigné, il a fait venir des échantillons, il a fabriqué des hublots et il a été sidéré de voir la solidité extraordinaire du plexiglas quand on lui donnait la bonne forme. Il ne fallait pas faire un hublot plat, il fallait faire un hublot conique qui entre dans son siège d'acier de façon à ce que la pression elle-même le tasse dans son siège et que la pression donc ne risque pas de l'endommager. Eh bien, ces hublots ont très bien marché, ils ont été reproduits après ça pour tous les sous-marins de grande profondeur et encore maintenant on a ce type de hublot presque systématiquement et ça a très bien marché. Et puis alors est survenue la guerre en 1939, avant 1939 en Belgique seulement en 1940. Naturellement là, l'université a dû fermer ses portes, tous les crédits ont été bloqués. Et c'est un grand mérite de la Belgique d'avoir gardé, ils ont camouflé cet argent aux Allemands qui n'ont jamais trouvé où était la fortune du Fonds national belge. Et après la guerre, la fortune est réapparue miraculeusement et tout a bien joué. Et le Fonds national a réaccordé de nouveau les crédits. Les mêmes crédits ont été ouverts pour la suite des opérations. Alors, la cabine a été construite. En fait, la cabine avait été dessinée par mon père déjà dans pratiquement toutes les précisions voulues et calculées pendant la guerre, pendant qu'il était en Suisse. Et elle a pu être construite en Belgique, en acier coulé d'abord, la première. Et ensuite, le reste du bathyscaphe, c'est-à-dire surtout ce qu'on appelait le flotteur, c'est la partie qui permettait à la cabine de remonter en surface. Il faut bien vous imaginer le bathyscaphe comme un ballon. Vous avez la cabine et le flotteur au-dessus. Comme pour un ballon stratosphérique, vous avez la cabine étanche et le ballon au-dessus. Le tout monte et descend, que ce soit dans l'atmosphère ou la stratosphère ou en mer, c'est la même chose. Si vous voulez, on équilibre avec de l'essence le poids de la cabine et des instruments. Ensuite, on le charge légèrement et à ce moment-là, il commence à descendre et puis on lâche du lest quand on veut remonter et il remonte. Il fonctionne donc tout à fait comme un ballon.